L'idée est assez simple à la base. J'aimerais vous rappeler les liens qu'il peut y avoir entre l'édition génomique et la question du transhumanisme, et surtout essayer de la confronter à des principes juridiques que vous connaissez déjà du point de vue du droit français et du droit européen, et dépasser cette perspective par la question de la régulation au niveau international de ces techniques et de savoir quels sont les principes qui sont utilisés. Euh, du point de vue du parachèvement de la nature humaine, le transhumanisme intègre aussi bien, vous l'avez dit, l'intelligence artificielle et les technologies de la robotique que le génie génétique comme outil d'adaptation, euh, avec tous les débats qu'il y a en philosophie dans lesquels je ne me lancerai pas, de savoir si c'est un post-humanisme ou un hyper-humanisme. En tout cas, il s'agit d'arracher l'humain à son déterminisme biologique et en l'occurrence son déterminisme génétique qui, pour beaucoup, particulièrement en droit français, est constitutif de la personne. On va donc vers un principe plutôt correctif après avoir évoqué le fait que dans la génomique, c'est souvent un discours de la déficience, un discours du défaut, un discours de la pathologie qui ouvre vers un correctif et éventuellement une amélioration. Donc je vais évoquer ce thème de l'entreprise avec les gènes, hein, une formule que j'emprunte à Pascal Ducournau. Quelle est l'autonomie de la personne sur cette utilisation de la médecine génomique lorsqu'elle peut affecter la descendance? C'est dans ce cadre-là que je vais me situer. Ce qui m'intéresse, parce que j'ai aussi une approche plutôt de droit public, c'est de savoir où en est la gouvernance sur ces thèmes-là, et de constater sans doute que les transhumanistes pourront, dans une certaine mesure, opérer une forme de fait accompli, parce que la régulation internationale et les régulations nationales n'empêcheront sans doute pas la modification transmise à la descendance, en dépit des événements qui ont marqué l'espace de la recherche en Chine avec la naissance des jumelles chinoises. Alors, il n'y a pas que CRISPR-Cas9, les ciseaux moléculaires, hein, qui sont bien connus. Il y a d'autres techniques comme celui du bébé à 3 parents et le fait de modifier les mitochondries. Donc, je vais englober, sans rentrer dans les technologies, tous ces éléments dans une même approche pour les analyser. Bien sûr, on sait que dans le domaine vétérinaire, ces techniques et la modification germinale sont déjà à l'œuvre et que des débats ont lieu aussi sur la modification animale et que de ce point de vue, la proximité de l'espèce humaine avec tous les mécanismes génétiques de l'animal font qu'il n'y a pas vraiment de frontières autres que symboliques entre les différentes expérimentations. Il y a toujours une spécificité de l'expérimentation sur l'humain d'un point de vue technique et a fortiori juridique, mais sur le fond des mécanismes biologiques, bien sûr, cette proximité doit nous interpeller. Et tout ce que l'on considère comme une évolution ou une amélioration des espèces animales nous confronte directement à l'amélioration de l'espèce humaine. On sait que pour qu'il y ait modification de la descendance, on peut avoir une modification ciblée sur le génome de l'embryon ou sur le génome des cellules germinales qui pourront donc transmettre les mutations. Ça a été dit tout à l'heure très bien notamment par Amandine Cayol. D'un côté, on applaudit l'usage des thérapies géniques à visée simplement somatique, comme une grande avancée dans la médecine. D'un autre, on semble s'interdire une mutation qui affecterait la descendance. Mais entre les deux, il y a la question de l'utilisation en recherche, avec deux positions différentes qui impliquent que l'on puisse chercher à améliorer les techniques sans les mettre en œuvre de point de vue clinique, de façon à ne pas jouer les apprentis sorciers ou à ne pas modifier la descendance. Et de l'autre, ceux qui considèrent qu'à partir du moment où on fera les recherches et où les techniques seront au point, cela impliquera que l'on passe à l'acte, et que donc la question de la modification de la descendance n'est plus vraiment d'ores et déjà un enjeu si la recherche peut de son côté travailler cette hypothèse. Donc il faut bien interroger les représentations sociales, c'est la question du droit, parce que lorsque l'on parle d'édition du génome, on copie en français la langue anglaise, mais ça peut se traduire aussi bien par modification que par manipulation ou correction
ou affectation, et tous ces mots n'ont pas la même représentation selon que dans la technique, on se contente de couper un génome qui n'est pas modifié par un génome externe, par un tiers, ou si l'on ajoute au contraire une forme de transgénèse, donc en modifiant ensemble deux génomes. Et les représentations, là encore, ne sont pas tout à fait les mêmes, et les réactions sociales ne sont pas les mêmes. Donc le transhumanisme ambitionne de modifier, d'utiliser l'ensemble de ces techniques comme correctif ou comme augmentation ou comme amélioration de l'humanité, mais l'humanité n'est plus vraiment la fonction de l'humanisme. Elle est plutôt celle de la modification de chaque individu pour son propre progrès, son propre profit. Alors d'un côté, les transhumanistes développent assez peu les aspects juridiques de leur projet. Ils pensent que le droit sera l'outil tout simplement de l'évolution. Et de l'autre, il faut bien avouer que notre conception occidentale du sujet de droit moderne n'entrave pas nécessairement ce projet, parce que notre sujet était quand même essentiellement aujourd'hui tourné vers l'autonomie de la volonté, vers les droits subjectifs, vers la mise à disposition des techniques au profit des libertés, et que tout ordre public corporel est tout de suite sujet à contestation, à discussion, à confrontation avec la proportionnalité et la nécessité. Donc la question qui est posée ici est de savoir quelle est la régulation qui va être mise en œuvre, à la fois d'un point de vue formel, c'est-à-dire est-ce que ce sont les États, est-ce que ce sont les instances régionales, internationales, ou est-ce que c'est au niveau du droit déontologique ou du droit global, celui des médecins, des corporations et des entreprises, que se jouera la régulation. Et puis sur quel principe? Est-ce qu'on va être sur une approche de précaution ou sur une approche plus essentialiste tournée vers l'intégrité de l'espèce ou la dignité de la personne? Dans un premier temps, sur lequel je ne vais pas m'étendre, on voit bien que le projet transhumaniste appelle clairement à courir le risque eugénique, voire à l'assumer, et appelle un droit permissif, un droit transhumaniste qui, comme l'a dit Amandine Cayol, considère la génétique comme une forme de patrimoine, comme une forme de valorisation d'un patrimoine individuel qui peut être donc amélioré, modifié, pour se couper des déterminismes biologiques. Cela va dans le sens d'une confirmation de la philosophie des droits de l'homme, selon la conception qu'on s'en fait, puisque l'individu va s'émanciper grâce à ses droits subjectifs, mais pour d'autres, ça va aussi nuire totalement à sa liberté, en réalité, et nuire à son ancrage humaniste. Ce qui est certain, c'est que l'ouverture que l'on a aujourd'hui vers l'accès aux techniques biologiques et génétiques, notamment l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation, l'ouverture tendancielle des hypothèses de diagnostic préimplantatoire alimente cette idée d'une libre disposition du patrimoine génétique. Lorsque l'on estime que le diagnostic préimplantatoire suffit aujourd'hui à éviter la transmission des pathologies génétiques et que donc on n'aurait pas besoin de modification du génome, certains estiment que ça ne vise que certains couples qui se savent déjà porteurs, sous condition, avec une liste de maladies limitative, et que ça ne couvre pas tout le prisme, que dans certaines hypothèses, le diagnostic préimplantatoire, si tous les embryons sont affectés par la pathologie, ne permet pas au couple d'avoir un enfant sain. Donc on s'achemine tout droit vers le fait de livrer un enfant sain, y compris par la modification du génome, parce que c'est la logique des droits de l'homme et des libertés qui serait ainsi à l'œuvre. Alors, ces usages aujourd'hui sont, en tout cas en droit français et dans une bonne partie de l'Europe, très limités par un certain nombre d'interdits objectifs, par le fait que la thérapie génique germinale est interdite. C'est le cas de l'article 13 de la Convention d'Oviedo qui a déjà été indiqué, et de quelques articles du Code de la santé qui, aujourd'hui, interdisent la transgénèse. Mais pour rester un peu sur le droit français, l'ambiguïté vient de savoir si la transgénèse implique donc l'importation d'un génome tiers ou pas. Et donc notre législateur aujourd'hui est en train de travailler pour savoir si on interdit simplement la transgénèse, qu'est-ce que la transgénèse, ou si on interdit carrément toute modification du génome pour la recherche ou pour la clinique. Et nos parlementaires aujourd'hui se disputent, puisque l'Assemblée nationale verrait d'un assez bon œil que l'on ouvre en recherche
la technique d'édition du génome, alors que le Sénat vient de faire adopter une disposition qui l'interdit en toute hypothèse, puisque estimant que ce n'est pas la peine de chercher sur une technique que l'on ne voudra pas utiliser à terme. Donc on voit que le débat est très fort, y compris dans notre perspective européenne et française. Alors, simplement, parce que le temps m'est compté, il me semble qu'il y a deux grandes limites qui sont apportées aujourd'hui et qui ne sont pas équivalentes. D'un côté, donc, c'est la figure principielle, protectrice de l'humanité en tant qu'espèce, qui a été plus ou moins inventée par la France dans le Code civil et le Code pénal, et reprise ensuite par la Convention d'Oviedo, ce qui fait que c'est au niveau du Conseil de l'Europe aujourd'hui que cette notion d'espèce humaine existe et que nous avons complété en droit français par les crimes contre l'espèce, le crime d'eugénisme ou le crime de clonage reproductif. Donc nous avons, selon la tradition française, érigé une nouvelle figure collective qui est cette espèce humaine dont on ne connaît pas ni la définition ni les contours, mais qui implique simplement de respecter l'intégrité génétique de l'espèce. Même si le Conseil constitutionnel ne l'a pas placé dans la Constitution, c'est un principe législatif qui garantit la dignité de la personne et que l'on va retrouver donc dans le Code civil et dans le Code pénal. Pour autant, c'est une régulation très française et un petit peu européenne, parce que la Convention d'Oviedo n'a pas de système de contrainte, donc la protection est très fragile de ce point de vue. Le second principe, c'est plutôt le principe de précaution. C'est celui qui dit qu'en période d'incertitude scientifique, technique, des conséquences mal maîtrisées des techniques, il vaut mieux s'abstenir et plaider éventuellement pour un moratoire. C'est la position du comité d'éthique de l'INSERM, dans une certaine mesure. Ça a été celle aussi de l'Académie de médecine et de bien d'autres instances nationales dans le monde. Mais pour autant, le principe de précaution, si on le regarde d'un point de vue strictement juridique, ne s'applique en France et dans le droit de l'Union européenne qu'à la question de l'environnement lorsqu'il porte une atteinte grave à la santé humaine. Et donc son application sur des programmes de santé tout simplement et d'application de génomique n'est pas évidente. D'ailleurs, le Conseil d'État, dans son avis, a dissuadé d'utiliser ce principe de précaution. Donc si je résume, j'ai un principe très dur, très sec, qui est l'intégrité de l'espèce, mais qui est très français et peu protégé au niveau européen. Et de l'autre, j'ai un principe général qui a un bon contenu philosophique, mais une application juridique assez étroite, qui est le principe de précaution. Donc c'est une sorte de tango, en réalité, nous sommes un peu à contre-temps de la régulation internationale. Je finis par cette question de la régulation internationale. Aujourd'hui, quels sont les acteurs de la décision? Qui régule concrètement cette question de l'édition génétique? Je crois que les États sont divisés. Je ne vais pas ici faire un panel de ce qui existe, mais rien que dans les pays européens, la modification claire, l'interdiction claire de la modification n'est posée que par 15 États sur une quinzaine d'États en réalité. Et puis dans d'autres pays, je parle sous le contrôle de mes collègues, aux États-Unis, comme en Chine, comme ailleurs, il y a plutôt une lacune ou une absence de législation spécifique, en tout cas, sur ce principe. Certes, au niveau du Comité international de bioéthique de l'UNESCO, il existe une déclaration universelle et un engagement du comité d'éthique à ce qu'il y ait une forme de moratoire, mais là, on est dans un soft law, dans du droit qui n'est pas contraignant pour les États et qui n'implique pas donc une protection renforcée. Et puis j'ajouterais, sans pouvoir rentrer dans les détails, qu'en France, plusieurs comités d'éthique se sont prononcés, Académie de médecine, INSERM, l'Office parlementaire par français, qui ne sont pas tous forcément sur la même solution d'ailleurs, ni sur la même interprétation, surtout sur la recherche. Donc la vraie régulation, elle me semble venir de ce qu'on pourrait appeler le droit global. Je rentre là le droit déontologique des associations médicales, des réunions de chercheurs en génétique ou de cercles plus larges de médecine, et puis aussi des industriels eux-mêmes qui sont partagés entre les grandes entreprises de la Silicon Valley qui plaideraient pour un usage donc, de la modification génétique. D'autres entreprises, peut-être plus proches des sociétés pharmaceutiques, ont souhaité plutôt des moratoires ou maintenir en recherche mais ne pas passer à la clinique. Donc on voit que les incertitudes règnent et que le fait accompli du premier qui passera à l'acte pourrait bien ne pas nous mettre à l'abri de ces modifications. Donc il ne faudrait pas se laisser tromper par l'indignation qu'a pu provoquer la naissance des jumelles chinoises, parce qu'aujourd'hui, ni l'institution d'une régulation internationale, ni le consensus sur les objectifs de cette régulation ne nous préservent d'un usage de cette édition.
ni en clinique, ni en recherche, me semble-t-il. Tous le disent, on n'est plus dans la grande période du moratoire d'Asilomar. Ce consensus aujourd'hui a largement été rogné. Je vous remercie de votre attention.